Un grand merci aux organisateurs de ce colloque. Je me réjouis de pouvoir être ici pour parler d'éducation nouvelle avec vous toutes et tous. Alors, effectivement, femmes engagées dans l'éducation, les jardinières au service de la petite enfance, c'est une question qui pose clairement la place des femmes. Et donc ces femmes de l'ombre dont vient de parler Marie, que je me suis engagée moi-même à faire un petit peu sortir de l'ombre au fil de mes recherches. Donc ce que je vous présente là, en fait, c'est une autre lecture des travaux que j'ai pu faire ces dernières années. Depuis mes recherches de doctorat jusqu'à mon HDR, avec ce focus aujourd'hui sur les femmes et l'engagement des femmes à travers des expériences de personnes, de femmes qui se sont engagées pour la petite enfance et notamment par le biais des jardins d'enfants et donc de la formation des professionnels des jardins d'enfants que sont les jardinières d'enfants. Donc comment j'en suis arrivée là, c'est en tirant le fil en fait du bien-être. Je me suis intéressée à la question du bien-être dans les institutions éducatives. Sylvain Vagnon parlait tout à l'heure de bienveillance et de confiance. Donc voilà, ce sont des termes que j'ai travaillé dans le cadre de mes recherches de doctorat à Paris 8 et sous la direction d'Antoine Savoie. Cette question-là, donc, je l'ai abordée d'un point de vue avec une approche socio-historique. D'où évidemment le lien avec l'éducation nouvelle, puisque à partir de ce mouvement de l'éducation nouvelle, ce mouvement international, on va commencer à entendre parler d'épanouissement, hein, d'éducation intégrale, et la question du bien-être se pose. Donc c'est par là que je suis arrivée à croiser le chemin de femmes qui se sont engagées dans le cadre de la petite enfance. Mon point de départ était plutôt les écoles nouvelles, les écoles nouvelles d'aujourd'hui d'ailleurs. Qu'en reste-t-il? Quelles sont-elles et d'où viennent-elles? Et au fil de mes recherches, donc, j'ai croisé dans les archives publiques, privées, dans lesquelles j'ai fait mes recherches, dans des revues comme la revue de la nouvelle éducation, ou encore l'éducation enfantine, ou la revue de l'enseignement secondaire des jeunes filles. De ces sources, j'ai tiré des éléments qui m'ont permis de refaire en quelque sorte l'itinéraire croisé de certaines femmes engagées donc dans l'éducation. Alors un petit point sur l'engagement et la petite enfance au début du XXe siècle. Pourquoi, comment, à quel titre on parle d'engagement. Donc là, j'ai repris notamment une citation qui vient de l'ouvrage de mes collègues de Genève. Hein. Vous voyez, l'enfance, l'éducation et la condition des femmes, comme celle des orphelins et des apatrides après la guerre, forment un ensemble d'horizons d'engagement en lien les uns avec les autres. Donc on se trouve dans cette question-là, qui est on va arriver à la question sociale qui est saisie différemment selon les personnes qui vont s'engager, donc d'un point de vue philanthropique, mais également scientifique, et puis également sur le terrain du social. Et on verra justement à partir du parcours de trois femmes que je vais vous présenter tout à l'heure, comment est-ce que ça a pu se croiser dans les différents réseaux traitant notamment des questions sociales. On voit très bien comment la philanthropie aussi va permettre de mettre en place, alors aux États-Unis, les settlements, hein, dans un premier temps, et puis après en France, un des premiers exemples qu'on a, c'est la résidence sociale, qui va permettre de traiter autrement que par la philanthropie les questions notamment liées au social, mais notamment liées à l'enfance. Et donc la petite enfance, pourquoi ce focus sur la petite enfance à ce moment-là? C'est parce qu'on arrive donc à considérer l'enfant, le petit enfant, le jeune enfant. J'ai cité les travaux de mon collègue Jean-Noël Luc avec l'invention du jeune enfant au XIXe siècle. Et puis il y a évidemment tous les travaux qui sont faits autour des salles d'asile, de l'école maternelle, qui permettent de voir que à cette période-là, il y a un accueil de la petite enfance qui est pensé
dans le cadre d'institutions, que ce soit des institutions scolaires ou extrascolaires, dans le cadre d'institutions privées ou publiques, avec l'école maternelle notamment. Alors tout ça ne se construit pas d'une façon sereine, les liens ne sont pas forcément naturels entre tous ces différents acteurs et actrices en l'occurrence. On voit bien qu'il y a des concurrences qui se mettent en place. Par exemple, au niveau de l'école maternelle et des jardins d'enfants, on voit bien par les écrits d'acteurs, d'actrices telles que Suzanne Bress, qui est l'inspectrice générale des écoles maternelles et qui fait un article sur les jardins d'enfants dans le dictionnaire pédagogique de Buisson de 1911. Elle fait état de la difficulté d'utiliser les principes freubeliens qu'on utilise dans les jardins d'enfants de l'époque, la difficulté d'utiliser les procédés freubeliens dans le cadre de l'école maternelle française. Et elle argumente son discours en disant que si le matériel a pu être diffusé, notamment dans des expériences faites à Paris, il n'en fut pas de même des principes directeurs de la méthode. Donc on voit là aussi, c'est ce que rappelait tout à l'heure Sylvain Vagnon, qu'il ne s'agit pas seulement de pratiques, d'outils, qu'il y a également tout un esprit qui va autour de ça. Au niveau de l'école maternelle, on a Pauline Kergomar qui milite pour que l'école française maternelle trouve ses propres solutions aux problèmes pédagogiques. Et elle va voir en certaines actrices freubeliennes, dont Adèle Fanta, dont je vais vous parler juste après, une concurrente directe. Elle la cite telle qu'elle dans ses écrits. Alors, au niveau de la petite enfance et des principes freubeliens qui nourrissent les jardins d'enfants de l'époque, ils se développent donc par des œuvres sociales, notamment à Paris, dès 1902, par l'Union familiale de Charonne. Après, dans le cadre des œuvres du Moulin Vert de l'abbé Violet, avec Émilie Brandt, qui est une de ces actrices dont je vais vous parler plus avant. Mais également, on va le voir un petit peu plus tard, dans les lycées de jeunes filles qui sont fréquentés par des familles de la bourgeoisie qui ne souhaitent pas voir leur enfant fréquenter l'école du peuple, c'est-à-dire l'école maternelle. Et donc, une formation va être mise en place qui va permettre à ces professionnels de la petite enfance, ces jardinières d'enfants, d'adapter aussi par rapport aux demandes des familles. Il y a le côté social et puis il y a le côté des familles qui va jouer. Alors ces femmes que j'ai croisées dans mes recherches et que je croise aujourd'hui devant vous pour vous, j'ai choisi Adèle Fanta, Marie Cromwell et Émilie Brandt. Alors vous voyez au niveau des dates, voilà, elles sont donc dans cet ordre-là. C'est Adèle Fanta, la première qui est en 1856, puis 12 ans plus tard Marie Cromwell, et puis la décennie suivante c'est Émilie Brandt. Donc elles arrivent comme ça dans le paysage français, mais pas forcément au même moment sur le terrain des jardins d'enfants, mais elles vont se croiser, elles vont travailler ensemble. Ces femmes s'engagent vraiment à la fois dans la petite enfance, et puis aussi, notamment c'est le cas pour Adèle Fanta, vraiment dans la mise en place de la formation des jardinières d'enfants, mais dans une promotion du rôle de la femme dans la société. Donc elle est également militante du rôle de la femme dans la société. Ce qui n'est pas le cas d'Émilie Brandt ni de Marie Cromwell, en tout cas par rapport à ce que j'ai pu croiser dans les archives. Alors Adèle Fanta, elle est autrichienne, mais elle arrive en France très jeune. Elle vient d'une famille bourgeoise et elle fait ses études tardivement lorsque son père fait faillite. Et elle va faire une carrière dans le cadre de l'enseignement secondaire des jeunes filles, dans des lycées prestigieux. Et elle finira sa carrière en tant que maîtresse de conférences deuxième classe à l'École normale supérieure de Sèvres, où elle reste jusqu'en 1919. Donc vous voyez, là on a un parcours d'une femme qui va marquer aussi son époque en étant impliquée dans son environnement de femmes enseignantes dans le public, mais également en s'impliquant dans différentes œuvres qui vont ensuite lui permettre d'être nommée officier de l'instruction publique, puis chevalier de la Légion d'honneur. Elle s'implique également pendant la guerre sur
sur des œuvres telles que l'assistance maternelle et infantile de Versailles, ou encore le comité des dames de la Ligue de l'enseignement, enfin plusieurs endroits où elle va s'impliquer et être reconnue à ce moment-là. Et puis je crois son parcours par le biais de son œuvre dans le cadre des jardins d'enfants, parce que Adèle Fanta va créer l'Union frebelienne française en 1910, dans le cadre duquel elle va mettre en place une formation au collège Sévigné, donc collège de jeunes filles. Et cette formation des jardinières d'enfants au collège Sévigné va avoir un retentissement très fort et va être très en lien avec notamment les jardins d'enfants d'Émilie Brandt, qui sont créés également pas très loin, dans le 14e. On a Sévigné dans le 6e, les œuvres du Moulin Vert, dans lequel Émilie Brandt crée un jardin d'enfants dans le 14e, et les jardinières qui font leurs études dans le cadre du cours pédagogique de Sévigné créé par Adèle Fanta vont faire leur stage pratique, notamment dans les jardins d'enfants d'Émilie Brandt. Marie Cromwell, quant à elle, c'est une philanthrope américaine, une riche américaine qui arrive avec un bagage des États-Unis. Elle a été impliquée dans plusieurs œuvres aux États-Unis, et elle arrive et tout de suite elle va s'impliquer financièrement au moment de la guerre, dans le cadre de jardins d'enfants qu'elle va créer dans les œuvres qui vont permettre d'accueillir, dans les refuges qui vont permettre d'accueillir les populations du nord de la France et de la Belgique. Et donc là, dans le cadre des jardins d'enfants qu'elle crée, elle en crée plusieurs, à Paris et en région parisienne, se met en place également une formation qu'elle dirige, et notamment par rapport à ce qu'elle connaît à l'époque de Maria Montessori. Et elle va diffuser la pédagogie de Maria Montessori, elle va traduire ses œuvres et la diffuser dans le cadre de la formation des jardinières qu'elle accueille, et qui vont ensuite partir ailleurs pour continuer à œuvrer de leur côté. Donc Émilie Brandt, je reviens un tout petit peu sur elle, elle est alsacienne, elle fait ses études à l'école frebelienne de Berlin. Elle arrive à Paris dans les années 1906-1907, et elle va créer pendant toute la première moitié du XXe siècle de nombreux jardins d'enfants assortis d'écoles de jardinières un petit peu partout sur le territoire. Et là encore, on va avoir réellement un vivier de jardinières qui vont ensuite aller dans les jardins d'enfants, appliquer les pratiques qu'elles ont connues lors de leur formation, et non seulement dans les jardins d'enfants, mais également dans les écoles nouvelles. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, au niveau des jardins d'enfants, ce que je souhaite juste vous dire pour simplifier les choses et que vous ayez un petit panorama comme ça, c'est qu'on trouve des jardins d'enfants dès le départ, donc dans les offres sociales, mais également créés par des familles bourgeoises, et puis ensuite dans le cadre des lycées de l'enseignement public. Donc ce sont trois endroits où on va trouver des jardins d'enfants avec évidemment des orientations différentes, des publics différents, mais la formation des jardinières est vraiment mise en place par Adèle Fanta et Émilie Brandt. Ce sont les deux actrices de cette formation. Cette formation des jardinières, elle est également mise en place dans le cadre de l'enseignement public pendant une dizaine d'années, entre 1921 et 1931, dans le cadre d'un cours pédagogique qui est créé au lycée de jeunes filles de l'École normale de Sèvres, sous l'impulsion d'Adèle Fanta, et c'est sa jeune collègue Anna Amieux qui va mettre en place cette formation, qui va donc former les jardinières pour les jardins d'enfants et les classes enfantines des lycées de l'enseignement secondaire. Ensuite, les réformes qui vont conduire à l'école unique vont effacer cette particularité. Mais voilà, il est bon de savoir également que les jardinières ont été formées dans l'enseignement public. Donc ces jardinières vont voir leur métier évoluer aussi dans le cadre des écoles nouvelles. Donc on va retrouver un nombre important de jardinières d'enfants dans les écoles nouvelles qui sont créées dans l'entre-deux-guerres. Et là, ces écoles, eh bien, je vous mets ici une petite liste que j'avais faite dans le cadre d'une recension dans la revue La Nouvelle Éducation.
permet de voir un petit peu où elles sont créées sur le territoire, quelles années sont les plus, par exemple, les plus productives de jardins d'enfants ou d'écoles nouvelles. Et donc, dans ces jardins d'enfants et ces écoles nouvelles vont œuvrer les jardinières formées par notamment Émilie Brandt et Adèle Fanta, que je vous ai présenté juste avant. Donc pour conclure, je dirais que ce travail mérite maintenant d'être approfondi pour justement croiser avec l'histoire des femmes et l'histoire de l'engagement des femmes dans le cadre de la petite enfance notamment, puisque là c'est le focus que j'ai fait pour aujourd'hui, mais ça peut être au-delà. Je pense que c'est important parce que ce sont ces femmes de l'ombre qui ont finalement marqué leur époque et bien plus loin que ce que je viens de vous présenter là. Je vous renvoie à quelques travaux que j'ai pu publier ces derniers temps, notamment quant à Marie Cromwell et l'influence qu'elle a eue sur la diffusion du montessorisme en France. Je vous remercie.